Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie et Santé. Merci, merci pour le soutien, merci à tout le monde. Je ne saurais jamais vous remercier pour cette force que vous êtes en train de me donner. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon quotidien avec mon fils autiste. Depuis qu'il a 3 ans, aujourd'hui il a 8 ans. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo que j'ai faite sur mon fils est handicapé, je vous en prie, allez la voir. Elle est très intéressante. C'est à partir de là, vous allez vous rendre compte euh, comment est-ce qu'on l'a diagnostiqué autiste et quels sont les signes qui m'ont alerté moi sans connaître bien auparavant qui devrait avoir les troubles de comportement, tout ce qui va avec aujourd'hui. Il y a certaines choses que j'avais détectées depuis qu'il avait 1 mois. Par exemple, le fait de faire caca d'une manière distancée, ça m'avait inquiété et j'avais alerté, j'avais demandé plutôt la pédiatre qui m'avait bien rassurée et ça avait duré juste 3 mois et après tout est rentré dans l'ordre. Mais à 2 ans et demi, quand on m'a dit que mon fils avait peur des rebondissements du ballon chez sa tante, et là, ça m'a donné une autre idée de me dire, je dois vraiment regarder mon fils, son comportement, comment il se comporte, comment il joue, sans que quelqu'un me dise que tout ce que j'étais en train de faire, c'était pour, voilà, c'est ce que les psychologues et les psychiatres regardent à tous les enfants qui ont des problèmes de troubles de comportement ou bien des autistes. Ce que je vais décrire ici, c'est pas pour tous les enfants autistes, ce n'est pas aussi pour c'est pas tous les parents qui doivent regarder, voilà. Moi j'avais peut-être un œil avisé, j'étais un peu peut-être plus, c'est plus instinct maternel que voilà, autre chose quoi. On peut pas deviner que notre fils ou notre enfant ou bien notre fille va se va avoir des problèmes d'handicap ou bien d'autisme ou quoi que ce soit. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent voir voilà, des problèmes qui vont venir dans le futur. Mais c'est juste quand on ouvre très bien les yeux, on regarde très bien notre enfant. Et si on peut te dire, par exemple, ton enfant souffre de ça, tu peux dire, ah bon, c'est pour cela, moi, je me sentais un peu gênée quand on lui a dit ceci, cela. Voilà. C'est juste une manière de regarder son enfant, mais c'est pas pour être parano, hein. C'est pas ça le but. Quand on a un problème, quand on voit que son enfant est différent des autres, ou bien tu as un peu, tu te sens un peu, c'est plus l'instinct maternel, il y a aussi l'instinct paternel, hein. Tu regardes ton enfant, tu dis, il est un peu différent. Mieux vaut aller voir un professionnel de la santé et puis lui demander, votre médecin. Vous lui dites que voilà, ça et ça. Vous lui signifiez ce que vous sentez. Ce n'est pas dire non, je suis allée sur YouTube, j'ai vu une maman qui était en train de dire qu'elle avait fait ça, et c'est tombé pic. L'enfant aussi, il était autiste. Non, 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 non. Faut pas faire d'amalgame. Faudrait pas que je vienne dire des choses et que tous les mamans ou bien les jeunes filles commencent à être paniquées ou les papas pour dire moi aussi je commence à regarder mon enfant. Comment est-ce qu'elle elle a su et son enfant a été aussi diagnostiqué autiste alors qu'elle avait vu ces signes-là depuis qu'il avait 1 mois. Non, ne vous culpabilisez pas. Soyez zen. Ce sont des choses que les professionnels voient. Toi aussi, tu peux le voir en tant que parent, que tu sois professionnel de la santé ou pas. Et tu peux vraiment, mais il faut discuter avec les professionnels de la santé. Ils ont fait des études, ils ont des outils, ils ont des moyens, des techniques pour pouvoir vous dire oui, ce que vous nous dites et ce que nous observons à votre enfant, cela match et ça s'appelle, ils vous donnent le diagnostic. Donc,
s'il vous plaît, ne venez pas dire, ne m'écoutez pas genre, ah bon, c'est ce qu'elle avait vu et c'est aussi tombé comme ça. Et c'est pour cela même en Afrique, les pasteurs ou bien des gens qui voient des problèmes des autres, je mets entre guillemets parce que bon, voilà, et ils vont te dire que, ah, le pasteur m'avait dit ça, donc c'est ça. Non, c'est pas parce que le pasteur t'avait dit ça c'est tombé et ça veut dire que le pasteur, il est super puissant, quoi. Il parle avec Dieu. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est juste, moi, j'avais vu un truc que j'étais un peu intriguée et j'ai demandé au médecin. Le médecin m'a rassurée en me disant que c'était un problème comme ça. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer, depuis qu'on l'a diagnostiqué autiste, mon quotidien. C'est un quotidien pas facile, parfois, des fois c'est zen, mais il y a des fois c'est vraiment lourd et le plus souvent je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule parce que mon mari, comme j'avais dit, il travaille. C'est pas son père, c'est son beau-père. Et donc je me tape tout ça. Et c'est... Aujourd'hui je peux en parler parce que ça fait déjà 5 ans, mais c'était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment difficile pour moi. Alors, à 3 ans, il devrait aller à l'école maternelle. Nous, ici, les enfants à 3 ans, ils vont à l'école, je crois, dans tous les pays occidentaux et même en Afrique, je ne sais plus. Et donc, comme il était autiste et qu'il ne parlait pas, et jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas, il ne dit aucun mot. Donc, il avait 15 minutes quand il a commencé à l'école. C'était une école normale, ordinaire pour tout le monde. Et donc, on l'a accepté à l'école, mais juste pour 15 minutes, accompagné d'une AVS. C'est quoi une AVS? C'est une assistance de vie scolaire. C'est-à-dire que la personne, elle est là avec votre enfant qui a des difficultés, par exemple, d'apprentissage, de lire, qui ne communique pas, ce genre de trucs. Et elle est là pour l'accompagner. Il reste toujours à côté de l'enfant. Il accompagne aux toilettes si l'enfant va aux toilettes. Il accompagne si l'enfant ne peut plus suivre. Il est obligé, par exemple, de l'emmener dehors pour pouvoir se distraire un tout petit peu et revenir dans la classe. Et tout ce travail-là, la maîtresse toute seule ne peut pas le faire avec d'autres enfants ordinaires. Donc, c'est la présence de l'AVS. Donc, si l'AVS n'est pas, l'enfant ne va pas à l'école. D'accord? Et donc, il reste avec moi. Et donc, il avait 15 minutes au début. Il partait. Je le dépose à 9 h et je viens le récupérer à 9 h 15. Ça a l'air très petit comme temps, mais c'est au fur et à mesure, ils augmentent les heures et les minutes. Et à la fin de l'année, de la première année, de la petite section, il a terminé avec 1 heure. Il partait 1 heure à l'école. À la maison, c'est moi qui faisais tout. D'accord? Je lui brosse les dents. Il ne parle pas, il dit aucun mot. Jusqu'à aujourd'hui, il a 8 ans. Il ne parle pas. Donc je devine tout, je dois deviner. Heureusement, quand il était bébé, j'avais mis un rythme, hein, une petite rituel, s'il faut le dire, un rythme. Le rythme, il était le petit déjeuner, le matin, à midi, le déjeuner, l'après-midi, 16 h, c'est le goûter, et le soir, c'était le dîner et dodo. Et comme je l'avais déjà mis ce rythme-là, ça l'a aidé parce que ce sont des enfants qui doivent être rythmés, qui doivent avoir tout ce qu'ils vont faire. Même à l'école, ils m'ont expliqué, quand ils rentrent, aujourd'hui, hein, parce que là, il est maintenant dans une école normale, non, dans une école Ulysse, on appelle ça, donc avec une professeure, une maîtresse spécialisée. Donc, il lui a mis sa table, là où il a écrit son nom. Et c'est vraiment la même chose, la même rituel, tous les jours. Parce que ce sont des enfants qui ne doivent pas être dispersés. On ne peut pas lui donner 2 choses à la fois. C'est vraiment bien ritualisé. Et heureusement, depuis qu'il est bébé, je faisais cela. Donc ça l'a vraiment aidé. Jusqu'à aujourd'hui, il ne mange que comme ça. Il ne mange pas en dehors des heures.
parce que sinon il sera perturbé et ça peut emmener en d'autres choses, les frustrations, des colères, ce genre de trucs. Donc pour que ça n'arrive pas, donc c'était vraiment très bien ce que j'avais fait. J'avais déjà commencé depuis qu'il est bébé. Ça, c'est le côté organisation. Alors, les après-midi, quand il avait 3 ans, il partait 3 fois au CMP. J'avais expliqué dans ma précédente vidéo de mon fils est handicapé, c'était quoi le CMP. Donc, il avait le psychologue 2 fois par semaine. Il avait un groupe des autres enfants pour pouvoir se sociabiliser parce que ce sont des enfants qui ne se sociabilisent difficilement. C'est-à-dire même à la récré, il est dans son coin, soit avec les adultes, avec son AVS, soit il est vraiment dans son coin. Il joue tout seul. Donc et le mien, il court beaucoup. Là, il commence à sautiller seulement. Avant, il courait beaucoup. Donc, il faut être là aux aguets. Moi, chaque fois que je sors avec lui, je mets que de basket parce que il faut courir. Je dis ça, je souris, mais il faut courir. Parce qu'il peut sortir, il peut courir jusqu'à traverser la grande rue. Et les voitures passent. C'est effrayant. J'ai peur des fois. Mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il se dépense. Parce que sinon, il sera dans la dépression. Et j'ai déjà vécu ces dépressions-là beaucoup de fois. C'est devenu presque normal pour moi. Je commençais même à détecter qu'il est dépressif. Et puis, après ces rendez-vous, c'est le manger. Alors, le manger, il mange de tout, mais pas comme nous. Parce qu'il ne mâche pas. Et ça fait partie des problèmes de son trouble de comportement, quoi. Il mâche pas. Il a tous ses dents, mais il mâche pas. Il peut manger, il mange rapidement. 5 minutes, il a fini de manger. C'est fini. Basta. Donc, mais il mange pas aussi des purées. Donc, c'est pas les nourritures où on a trop mouliné. Non. Donc, la texture de la nourriture doit être bien. C'est pas la purée, pas la soupe. Non, pas ça. Ça doit être vraiment de la nourriture. Et on mange ensemble le soir surtout, même à midi. On doit manger ensemble. C'est aussi une manière de le dire, de ne pas l'isoler. Il faut le faire comprendre qu'on est avec lui. C'est un enfant comme tous les autres. En tout cas, moi, c'est comme ça je le traite. Je ne le dis pas que, voilà, lui, il a mangé 5 minutes, donc il mange avant ou après ou à n'importe quelle heure. Non, 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 pas du tout. Nous tous, on mange ensemble, on mange la même nourriture, sauf pour lui, ça ne doit pas être très dur. C'est-à-dire la viande, par exemple, je dois la couper avec mes mains. C'est-à-dire que ça doit bien être... s'il mange, que ça rentre pas entre ses dents, qu'il ne puisse pas avaler un gros morceau parce que ça peut s'arrêter à la gorge et ça peut lui faire mal ou bien carrément vomir ou carrément voilà. Donc je fais vraiment attention à ça, mais il mange bien, il mange. Maintenant il commence à manger tout seul. Avant il ne mangeait pas tout seul, il fallait que je lui donne à manger jusqu'à ses 4 ans. Et aujourd'hui il commence à manger tout seul. Il mange à table tout seul, très bien. Il prend son yaourt. Alors, les goûts. Les goûts, par exemple, avec les yaourts, c'est pas n'importe quel yaourt. Il y a un moment, il voulait que les goûts de vanille, pas autre chose. Et après, actuellement, il prend que du chocolat, pas autre chose. Donc, c'est vraiment délicat. Il faut bien voir. Je peux faire 3 fois la cuisine pour lui. C'est-à-dire, je peux faire un plat principal pour tout le monde et il ne veut pas le manger. Comment je sais? Quand je lui sers, il le regarde, il ne réagit pas. Je dis, ah, il n'a pas faim. Soit il n'a pas faim, non, pas qu'il n'a pas faim, il a faim, mais il ne veut pas le manger. Parce que ce sont des enfants qui sont très sensibles au goût. Donc, s'il hume, par exemple, l'odeur et qu'il aime, il mange. Mais s'il hume
son odorat ne lui dit absolument rien, cette odeur ne lui plaît pas, ben il laisse tomber, il ne mange pas. Dans ce cas, je suis obligée de faire un autre plat. Parfois, je fais un autre plat, il ne mange pas. Je refais un autre plat, parfois j'arrive jusqu'à 3 plats pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. C'est vraiment, c'est vraiment mathématique, quoi. Il faut vraiment être là. Je lui demande, je parle beaucoup avec lui. Et puis, il ne peut pas me répondre. Donc, j'essaie de deviner, j'essaie de dire, bon, peut-être ça tu ne veux pas, bon, je vais te présenter autre chose. Nous aussi, on va manger ça. Donc, je le rassure tous les jours. Et puis, la texture, il ne mange pas le pain, il ne boit pas de l'eau assez. Donc, je dois vraiment faire de telle sorte que sa nourriture soit vraiment bien équilibrée, des légumes, des fibres, tout ça, ça doit être bien équilibré pour qu'il ne puisse pas avoir des problèmes de constipation ou de digestion, ou voilà, qu'il ne puisse pas avoir mal au ventre. C'est tout ça là, c'est vraiment, on ne te le dit pas, donc c'est à toi de savoir qu'est-ce qu'il doit manger, qu'il ne doit pas l'effrayer quand il va aller aux toilettes. Ces selles ne doivent pas être dures parce que ça c'est un autre problème. Il ne met que des couches. Jusqu'à aujourd'hui, il a 8 ans, il met toujours des couches. C'est très difficile pour lui d'aller aux toilettes, de s'asseoir et faire caca. C'est compliqué. Il y a une dame qui m'avait dit, parce que tu ne l'avais pas mis au pot depuis qu'il était enfant. Pathétique. C'est très facile de juger, hein. Très facile. Au début, je pensais que je n'avais pas bien fait. Mais après, on m'a rassuré que non, ça fait partie de ces troubles de comportement. Et moi, je l'avais détecté depuis qu'il avait 1 mois. 1 mois, je dis, c'est pas normal, même si on donne le sein, un enfant ne peut pas faire caca des jours. Bon, là, il était bébé. C'était pas, il n'y avait que le lait maternel. Quand je dis le lait maternel dans le sein, il était qu'au sein. Mais maintenant, il mange de tout et il ne fait pas toujours caca. C'est-à-dire qu'il ne peut pas expulser. Il n'est pas constipé, mais il ne peut pas expulser le caca. Et heureusement, j'ai fait mes études et j'avais fait un stage au UCI, on appelle ça UCI, Unidad de soins intensifs. En espagnol, c'est Unidad de cuidado intensivo. Donc, je peux dire en français, unité de soins intensifs. J'ai fait un stage là-bas quand j'étais étudiante. Et là-bas, il y avait des techniques pour des personnes qui sont alitées, on les change. Il y a des personnes qui ont été la trachéostomie. Pour ceux qui ne connaissent pas la trachéostomie, c'est quoi? C'est on ouvre ici, qui ont des problèmes respiratoires et qui sont en coma. Et puis, on l'ouvre là au niveau de sa gorge. Et il y a un appareil et un tuyau pour pouvoir extirper les sécrétions. Et cette technique-là, je l'ai vue quand j'étais étudiante en UCI. Et aujourd'hui, je l'ai adaptée par rapport à ses selles à lui. Je ne peux pas vous expliquer très exactement, mais c'est moi qui fais des manœuvres pour que son caca sorte. Et c'est pas dur parce que je le touche, c'est moi qui le sors. Je mets des gants et je le lui enlève. Parce que de lui-même, il n'enlève pas. Au début, je le laissais comme ça et il pleurait. Oh là là, ça fait mal au cœur de voir un enfant qui pleure parce qu'il pouvait passer 2 semaines sans faire caca. Et moi, je disais, ben, ça finira par sortir. Ben non. C'est-à-dire, le problème, c'est pas qu'il veut pas le faire. Il veut pas le faire sortir. Il est là, mais il veut pas faire ce geste que nous faisons, c'est-à-dire d'expulser. Le fait d'expulser pour lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas encore à faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très compliqué. Donc, il faut le changer la couche tous les jours et parfois 3 fois. Donc, j'enlève petit à petit le caca. Et puis, vraiment, si ce n'est pas ton enfant, tu ne le ferais pas. Ça, c'est sûr. C'est pour cela que je me suis dit, comment est-ce que je vais aller travailler? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais tu peux aller travailler, tu le laisses à une nourrice. Cette nourrice-là, je vais la payer combien? Pour enlever le caca d'un enfant de 8 ans.
Et moi, j'ai ma technique. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle accepterait la technique pour combien? Combien tu vas le payer? Le même travail que je vais aller faire à l'hôpital, par exemple, si je travaille à l'hôpital, c'est le même que je vais faire à mon enfant. J'ai pris la décision de me dire que voilà, tant qu'il n'a pas enlevé sa couche, je ne peux pas aller travailler parce que c'est très intime, c'est mon enfant. Moi, je peux le faire. Moi, je suis disponible de le faire jusqu'à ses 20 ans, si c'est possible. S'il n'arrive pas, on ne peut pas l'obliger. Même si tu l'obliges, il ne sait pas. Tu es obligé de le faire parce que c'est ton enfant. C'est ton fiston, donc j'enlève sa couche depuis qu'il est bébé. Ça ne me dérange pas, mais ça dérangerait une personne, par exemple, qui vient te rendre visite et qui verrait mais pourquoi ton enfant il met la couche? Vous savez comment sont les gens. Et puis, un autre problème que j'ai au quotidien, c'est le fait de sortir, d'aller faire des courses. C'est compliqué avec lui, on ne peut pas faire des courses. Parce qu'il bouche les oreilles et puis il ferme les yeux. Ce sont des enfants qui restent le plus souvent dans leur bulle. Et puis, il doit être rassuré. Donc, il se cache, il met sa face contre moi. Donc, c'est moi qui regarde et je le guide. Et une fois qu'on est dans le magasin, il crie, il pleure, il crie. Même s'il n'y a pas le bruit, même si c'est deux personnes, c'est un petit shop, il ne peut pas rentrer. Donc, pour ne pas atténuer sa frustration, ben, je le laisse à la maison avec leur papa. Et puis, moi, je vais faire des courses. Et si nous sortons en famille pour faire des courses, par exemple, moi, je suis obligée parfois de rester dehors avec lui. Et le papa rentre. Et si moi, j'ai quelque chose à acheter à mon goût, par exemple, le papa reste avec lui et moi, je rentre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il peut rentrer si nous sommes en famille. Et moi, je le tiens, je le serre très, très bien contre moi. Et je le rassure, je parle avec lui. Et on peut faire des magasins sans qu'il ne voie les gens, sans qu'il entende. Il ferme les yeux, il bouge ses oreilles. Et moi, je le tiens contre moi. Et puis, on peut faire les magasins, mais on ne doit pas mettre du temps. On doit vite sortir. Il y a aussi les transports en commun, le train, le métro, le bus. Aujourd'hui, il commence à supporter. Mais entre 3 ans et 5 ans, c'était compliqué. Heureusement, je suis venue dans une... C'est pour cela aussi, c'était aussi la décision que j'avais prise quand j'ai eu mon troisième enfant, parce que j'en ai 3. Quand j'ai eu mon troisième enfant, je me suis dit que je vais être dans une ville où on n'a pas besoin de prendre le transport, de prendre le bus pour aller par exemple en centre-ville ou pour aller juste à la consultation avec le médecin. Je ne vais pas prendre le bus parce que c'est très compliqué, c'est vraiment compliqué. Et si tu as encore mes 2 enfants, quand ils étaient petits, donc je les emmenais, le papa il va au travail, c'est compliqué, je ne peux pas les gérer tous les 3, c'est vraiment compliqué. Et heureusement j'ai eu une petite ville, donc je suis au sud de Paris, et dans cette ville-là, il y a l'hôpital à 5 minutes de chez moi, il y a chez le médecin qu'il va et chez le psychologue, c'est vraiment à 2 minutes de chez moi. La gare, il est vraiment en face de chez moi. La ville, c'est à 5 minutes de chez moi. Tout est là et je suis vraiment contente pour tout le monde, pour lui, pour tout le monde, vraiment. Parce que c'est compliqué, ces enfants, de rester dans un enclos, de rester enfermés, ils paniquent, ils crient. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué au quotidien. Et autre chose, il va maintenant à l'école depuis, ça fait déjà 2 ans. Il va dans une école spéciale pour eux. Donc là, il va 2 fois par semaine à l'école. Il y a un taxi qui vient le chercher, ça fait partie de la thérapie, c'est-à-dire il doit être autonome, il doit commencer à être autonome. Donc le taxi vient le chercher à la maison, il vient le remettre à midi. Il ne peut pas manger à l'école parce qu'il met la couche. Et puis, ils ne veulent pas que, voilà, il ne veut pas faire le travail d'enlever la couche s'il a fait pipi, tout ça. Donc, il doit revenir à midi à la maison. Il mange. Et s'il y a d'autres
rendez-vous avec le psychologue ou le psychiatre ou le psychomotricien ou le groupe, ben, c'est moi qui l'emmène. Sinon, il y a un autre endroit qu'il va, on appelle ça l'hôpital du jour. Au début, je ne savais pas c'était quoi l'hôpital du jour. Quand on m'a parlé de l'hôpital du jour, j'ai paniqué. Je pensais que c'était un hôpital pour les enfants psychiatriques, des enfants qui avaient des problèmes, comme le mien, hein. Et je me suis dit, est-ce que c'est comme pour les adultes ou quoi? Je dis, il va aller là-bas. Le médecin me dit, non, 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 non. C'est pas l'hôpital comme tu penses pour les adultes, hein, non. Là, c'est vraiment, on appelle ça hôpital du jour, mais c'est un endroit où c'est combiné entre les soins et l'école. Et quand j'ai visité, j'étais soulagée parce que quand on m'a parlé comme ça la première fois, hôpital du jour, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit, waouh, hôpital du jour. Là, on met des, des, des piqûres, des genres de trucs, ou des enfants qui sont vraiment, vraiment dans des problèmes avec, parce qu'il y a d'autres autistes qui se tapent la tête dans le mur, ce genre de trucs, qui ont vraiment des crises beaucoup plus amplifiées. Et le mien n'est pas vraiment. Pourquoi on va le mélanger avec les autres enfants? Et on m'a rassurée en me disant que non, ça c'était pour les enfants comme ton fils. Il sera vraiment, c'est vraiment un suivi en parallèle de l'école et du CMP. Donc, il va dans 3 endroits différents. Et dans ces 3 endroits différents, les soins sont différemment aussi. L'apprentissage est différent, mais c'est toujours ritualisé. C'est-à-dire qu'on ne lui change pas les choses tous les jours. C'est presque la continuité, mais qu'il fait dans des différents secteurs. Donc, j'étais rassurée. Aujourd'hui, je suis des cours des parents soignants pour pouvoir comprendre aussi des autres parents et puis adapter par rapport à son enfant. Parce que on peut avoir tous les enfants peuvent avoir les mêmes symptômes, mais c'est pas, ça dure pas de la même manière. Parce que j'ai parlé avec d'autres mamans, une maman qui m'a parlé, qui m'a dit sa fille parlait très bien. Et pourtant, elle est autiste, mais il parle, il pose beaucoup de questions, mais c'est la concentration. Il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Et puis, beaucoup d'angoisse. Ce sont des enfants qui sont vraiment angoissés, mais vraiment. Le mien, il s'angoisse beaucoup. Et il est toujours collé à moi. Donc, je dois le rassurer au quotidien, lui dire que on va sortir. Je vais lui montrer, on m'avait même montré, il faut montrer la photo. Par exemple, si tu veux te rendre à l'hôpital, tu lui montres l'hôpital une semaine en avant, si on a rendez-vous, quoi. Et à l'école aussi, c'est la même chose. La maîtresse m'envoie sa photo et l'école, la façade de l'école, et elle me dit, tu le montres une semaine ou même un mois avant que l'école ne commence, afin qu'il puisse avoir l'idée qui sera sa maîtresse ou la façade de l'école. Dès qu'il va arriver à l'école, il va se rappeler dans la photo que c'était l'endroit où il devrait aller. Donc tu lui dis afin qu'il puisse mémoriser parce qu'ils ont vraiment une bonne mémoire. En tout cas, le mien, il a une très bonne mémoire et il va mémoriser et il pourra diminuer son angoisse et sa préoccupation. Et donc, c'est ce que je fais. Même pour aller aux toilettes, parce que je l'emmène, hein, je n'ai pas laissé malgré les couches, pour lui montrer, regarde comment on fait pipi, comment on fait caca, tu peux t'asseoir. Mais jusqu'alors, c'est très compliqué. On me dit de le faire petit à petit. Et donc, on le fait petit à petit. Voilà. C'est dur, mais ça commence à changer un tout petit peu vraiment. Je ne peux pas dire que voilà. Après, il faut avoir vraiment de la patience avec ses enfants, vraiment de la patience. Autre chose, c'était les sorties, quand j'ai parlé des sorties, donc les shopping et tout. Mais dans la rue, quand je vais par exemple en été, l'emmener au parc et tout ça, c'est compliqué parce qu'il peut courir, il aime courir. Moi, je l'appelle mon petit Usain Bolt parce qu'il court tout le temps. Et je lui dis, mon grand, si tu cours tout le temps comme ça, c'est compliqué pour moi de te rattraper parce qu'il est grand de taille, il a des longues jambes. Et donc, moi, je dis, tu es comme Usain Bolt. S'il te plaît, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas courir comme ça. Donc,
Je suis obligée au quotidien de faire du sport. Je fais 1 heure de sport parce que je dois être physiquement euh, bien physiquement, ok? Et puis le sport m'aide aussi pour le moral. Et je ne dois pas tomber malade. C'est ce que je me dis tous les jours. Si je tombe malade, lui ne comprendra pas. Il ne va pas comprendre. Il n'y a pas que lui, les 2 autres aussi, ils ne vont pas comprendre. Mon mari, il est au travail. C'est vrai qu'il m'aide. Il m'aide. Je ne peux pas dire qu'il ne m'aide pas. Sinon, quelle mauvaise foi. Il m'aide. Mais après, il va au travail. Parce que moi, je ne travaille pas. Donc, il faut que quelqu'un travaille. Donc, je ne dois pas être malade. Dès que je suis malade, je dis, oh, pourquoi je suis malade? Je suis inquiète du fait que je sois malade. C'est vraiment un travail au quotidien que tu dois toujours anticiper, toujours faire des choses. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je ne le fais pas bien? Est-ce que... Voilà. Au début, j'étais vraiment inquiète. Très, 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 très inquiète. Et après, il y a le côté administratif. Alors là, je gère tout, toute seule. Parce que mon mari ne peut pas mettre sa signature, c'est pas le père. C'est le papa. C'est le papa qui doit mettre la signature. Et comme il est porté disparu, bon, moi c'est ce que je dis, hein, il n'est pas là et il ne veut rien savoir. Donc c'est moi qui dois prendre des décisions. Parfois tu as 80 papiers à signer et ça se passe toutes les années, presque. Il y a toujours quelque chose parce qu'il faut d'abord demander et puis prouver est-ce qu'il en a besoin ou pas. Et puis eux, ils vont avec les médecins, hein, bien évidemment, et les professeurs, c'est eux qui doivent écrire. Et moi, je dois remplir beaucoup de papiers et signer. Certaines choses, on me dit, parfois le médecin peut me dire, ben, demande ça. Ça fera du bien de... Mais je dois d'abord comprendre. Ça fera du bien à mon enfant, oui. C'est pas parce que le médecin a dit, mais le médecin ne t'impose pas. C'est à toi de dire, va t'expliquer, ça fera du bien. Et toi, est-ce que ça va... Tu vois que ça peut, même le traitement, parce qu'il y a des moments où il peut prendre le traitement pour diminuer son angoisse, parce qu'il peut être violent. Il me tire parfois les cheveux, les habits. Maintenant qu'il est grand, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas très grande de taille. Alors lui, il est en train de grandir. Il a 8 ans, mais il fait comme s'il avait 11 ans. Et il me tire parfois. C'est moi seulement qui fait ça. Et il me tire parfois les habits, les cheveux. Je suis obligée d'appeler le médecin pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le traitement pour qu'il puisse prendre et puis diminuer. Et le médecin me dit, c'est pas un traitement que moi je t'impose. Toi, c'est la maman qui tu vois ton enfant. Les moments où il est angoissé, par exemple, tu lui donnes le traitement pour anticiper en fait son angoisse et puis ne pas être agressif avec toi. Avec ses petits frères, il ne le fait pas. Parfois, il le fait quand c'était le moment du confinement. Comme monsieur le président Macron a dit, tout le monde à la maison, confinez-vous. Et non, les enfants autistes ne peuvent pas être confinés. Moi, je pensais que c'était juste... mais j'ai vu ça. J'ai vu ça parce que il a fait 3 semaines de dépression. La première semaine, il ne sortait pas de son lit parce que sa rituel, c'est à couper net. Le fait de se lever le matin, je le brosse, je l'habille, et puis il sait qu'il va aller à l'école, il revient à 11 heures pour manger, et après il doit ressortir, je l'accompagne pour ses autres rendez-vous, et du jour au lendemain, ça a coupé comme ça. Monsieur Macron a oublié qu'il y avait des enfants qui avaient des problèmes de troubles de comportement ou des autistes, et donc c'était difficile pour moi, mais difficile, j'ai jamais vécu un moment comme ça. J'étais obligée d'appeler les psychologues m'appelaient, les médecins m'appelaient pour me dire comment est-ce que était ma journée, mes matinées. Et je leur disais la même chose, que c'était compliqué pour lui. La première semaine, c'était que dans sa chambre, j'étais obligée de le nourrir dans sa chambre. Il ne venait pas au salon, il avait peur. Je ne sais pas si c'était la peur, c'était de l'angoisse. Il ne comprenait pas pourquoi il ne sortait plus. Il était désorienté. Et puis la deuxième semaine, il commençait à sortir.
Mais il était pas... C'était juste, il vient manger par exemple à table et puis retourner dans sa chambre en courant. Il va se mettre sous sa couette. Je dis, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, quand j'expliquais aux professionnels de la santé, ils me disaient que c'était ça, fais ceci, fais cela. Plus ou moins, ça réussissait. Et après, ils m'ont dit, ben, comme on sortait avec des attestations, ils m'ont dit chaque matin, avant que ton mari ne parte au travail, donc avant que mon mari ne parte au travail, parce qu'il travaille que les après-midi, je laisse les autres enfants et je sortais avec lui pour qu'il voit qu'il n'est pas enfermé, quoi. Et quand on sortait, c'est bien, mais quand on revenait, ben, c'était pas en fait ça. C'était pas ça. Donc la deuxième semaine, c'était un tout petit peu pour le faire habituer à un autre rythme. Et la troisième semaine, oh, comme M. Macron a encore dit, on va prolonger. Ah là là, là il est devenu agressif. Là il ne comprenait plus rien. Même quand je lui parlais, c'était rien. Il criait de toutes ses forces. Il pleurait. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il commençait il pouvait soulever, mettre sa chambre en dessous, en deçà. Je dis, mais je fais quoi? Mon Dieu. Les médecins, je ne peux pas aller en urgence. Il n'y a que les gens qui ont cette maladie qui doivent aller. Même si tu vas en urgence, c'est une crise qu'il était en train de faire. C'est-à-dire, c'est une dépression qui est passée à la crise. Donc, j'ai appelé le médecin qui m'a envoyé en urgence l'ordonnance pour que je commence les traitements pour diminuer son anxiété, sa dépression. Donc moi, j'ai dit à mon mari, il est dépressif. Ça, c'est la dépression en fait. Et c'était la première semaine. Hein. Donc j'ai pas appelé le médecin, je me suis dit peut-être ça va aller. La deuxième semaine, je me suis dit, bon, ça va aller. Mais la troisième semaine, quand je parlais avec les psychologues, ils m'ont dit, mieux vaut appeler le médecin parce que ça, c'est devenu un peu grave. Ça, il va se mettre en danger. Toi aussi, tu vas te mettre en danger avec les autres enfants. Et puis, mon mari travaillait, même pendant le corona, il travaillait. Donc, du coup, ben, je restais avec les 3 enfants à la maison. C'était chaud. Et du coup, j'ai appelé le médecin la troisième semaine. Il m'a dit, ah, il est en train de faire la dépression. Et c'était la même chose que j'avais dit à mon mari. Il dit que ce sont les étapes de la dépression. Donc, voilà, je t'envoie le traitement. Il va prendre le traitement, ça peut le soulager un tout petit peu. Ah, qu'est-ce que c'est fatigant. Mais, qu'est-ce que c'est bien de connaître. Parce que après j'ai mis une stratégie, la calinothérapie. C'était la troisième semaine. J'ai dit, au lieu de lui donner tout le temps le médicament, il ne faudrait pas qu'aussi qu'il soit trop ancré dans les médicaments. Donc, le médecin me disait, c'est à toi de voir. Si tu vois que, par exemple, c'est trop, tu lui donnes le traitement pour que ça le calme. Mais d'autres jours, tu n'es pas obligé de le donner tous les jours, c'est à toi de voir. Et puis, tu peux adapter cela à autre chose. Et moi, je l'ai adapté à la calinothérapie. C'est-à-dire les premières semaines, et la troisième semaine, les premiers jours, les après-midi, par exemple, quand il commençait à se frustrer, il venait pour me tirer les cheveux. Là, je dis qu'il est frustré. Je l'emmène dans la chambre, je lui donne un gros câlin, je chantonne, voilà, je le rassure en le serrant très fort dans mes bras. Ça le rassurait. Et à sa psychomotricienne qui m'a aussi dit de lui faire des massages le soir de relaxation. Ça aussi, ça le rassurait. Et après, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas tout le temps. Ça peut changer, même si tu lui, parfois il ne veut pas, parfois il veut rester seul dans sa chambre. Et il y a des moments où ça part dans tous les sens. Il crie, il soulève des choses. Et pourtant, il n'est pas comme ça, hein, il n'est pas comme ça. Mais quand il est comme ça veut dire que vraiment il a un mal-être. Et comme il ne peut pas me le dire, ben, il le manifeste de cette manière. Et donc, à l'école, s'il le fait, ben, on m'appelle. On m'appelle, on me dit, madame, venez chercher votre enfant, même à l'hôpital du jour. Il n'y a pas très longtemps, la semaine passée, on m'a appelé, ils étaient en panique. Ils étaient 4 infirmières, 4 à l'hôpital du jour. Ils n'ont pas pu le maîtriser. Ils m'ont dit, madame, venez chercher votre enfant. Je ne leur donne pas la faute parce que quand un enfant il est en crise, c'est pas ton enfant, tu vois.
Et puis, lui ne le fait pas beaucoup. Il peut le faire dans l'année peut-être 3 à 4 fois. Donc, ça veut dire qu'ils sont... Et puis, il le fait le plus souvent à la maison. Pas à l'école, pas à l'hôpital du jour, pas dans... Donc, dès qu'il le fait, ils sont paniqués. Ils disent, mais lui, il ne le fait pas normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils m'appellent. Ils sont parfois en panique. Ils me disent, votre enfant, on n'arrive pas. Nous sommes 4. Je dis, waouh, 4. Et vous n'arrivez pas à le canaliser. Ils me disent que non, venez chercher votre enfant ou bien dites, on va appeler l'hôpital. Je dis non, 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 laissez tomber. Moi, toute seule, je le calme. Dès que j'arrive, je le prends, il revient normal. Je dis, parfois, c'est pas qu'il est en crise. Parfois, il est contrarié comme tous les autres enfants, quoi. Comme les enfants ordinaires, quoi. Il est contrarié, il veut pas, par exemple, travailler et vous l'obligez, par exemple. Je sais qu'ils font bien leur travail, je peux pas nier ça. Mais parfois, ils sont dépassés, quoi. Voilà. Et après, ils appellent maman, viens chercher ton enfant. Bon, je sais pas. Peut-être, oui, et voilà, eux ils font leur travail, et après ils vont partir, tu vois. Et moi, des fois, des fois ça m'arrive, toute la journée, il est en crise. Il se calme, surtout au moment du confinement, il se calme peut-être 2 heures, et après, il revient encore plus fort. Des fois, il pousse son frère, son petit frère, la petite soeur, donc il faut que je mette d'abord à l'abri sa soeur et son frère. En même temps, eux aussi, ils sont angoissés. Et je dois le calmer. Des fois, je crie, je dis, ah non, 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 non. Là, je pense que là, tu commences à faire un peu trop, là. Parce que maman n'a que 2 bras et puis elle ne peut pas tout contrôler. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je sais, des fois, je suis dépassée. Hein? C'est tous les parents, même quand j'expliquais aux psychologues, ils m'ont dit, non, 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 ne te culpabilise pas. Hein. Si tu as envie de pleurer, si tu pleures, c'est normal. C'est pas évident. Lui non plus, il ne veut pas, tu vois. Mais oui, il y a des moments où je suis vraiment dépassée, hein, dépassée. C'est pas quotidien, heureusement. C'est pas chaque fois, heureusement. Parce que sinon, oh, j'allais peut-être, je sais pas moi, me suicider. Non, je peux pas dire ça. Parce que si je me suicide, on va le mettre dans une famille d'accueil. Parce qu'on ne va pas le donner chez le papa ne le connaît pas. Et puis, il ne saura pas quoi faire. Il ne saura pas. Il faut vivre avec lui pour connaître son enfant. C'est pas qu'on te dit et puis non. Donc on va lui mettre dans une famille d'accueil. Ben, c'est chaud dans une famille d'accueil. Si moi-même j'ai cette difficulté-là, imagine une personne que tu n'as pas mis. Eux, ils prennent leur argent. Hein. Moi, on ne me paye pas pour ça, mais voilà, ça reste mon enfant. Et je dis que c'est pas facile. Moi, je suis de tout cœur avec les soignants, avec des maîtresses spécialisées. C'est parce que c'est pas facile. Ça peut arriver qu'il soit dans cette... Il n'y a pas très longtemps aussi, sa maîtresse m'a appelé pour me dire qu'on n'a pas pu le calmer. Il était toute la matinée, il a fait une crise. On ne l'a jamais vu comme ça. Ça fait déjà 1 an qu'il est dans cette école. Excusez-moi, dans cette école. Et la maîtresse m'a dit qu'on ne l'a jamais vu comme ça. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Est-ce qu'il y a eu un événement et tout? Je leur ai dit, c'était le changement de température. Donc, il était encombré. Et quand il est encombré, oh là là, c'est compliqué. Il ne gère plus encore. Il y a un corps étranger, il est gêné, il devient frustré, il ne veut pas manger. Voilà, j'ai dit à la maîtresse, je crois que c'est à cause de ça. Il me dit, ah ok, dans ce cas, quand c'est comme ça, tu me fais signe, faut tout dire, faut tout me dire pour que je ne puisse pas trop le solliciter parce que je l'ai sollicité sachant que lui, il n'était pas vraiment de bonne humeur. Dans ce cas, on peut le mettre juste à côté, qu'il nous regarde, on ne le sollicite pas assez, à moins qu'il vienne nous demander, afin qu'il ne puisse pas arriver à faire des crises comme ça parce qu'on n'a pas pu j'avais oublié d'écrire dans son cahier de liaison. Donc du coup, des fois j'oublie, hein, je suis humaine. Et pendant les grandes vacances, est-ce que je vais en vacances avec lui? Oui, j'ai une copine en province. Nous sommes allés en vacances chez elle, nous tous.
Et puis, ça s'était bien passé, plus ou moins. Il a fait peut-être 2 fois seulement la crise, c'était une semaine. Mais sinon, je ne le fais pas beaucoup parce que j'ai pas envie aussi qu'on me dise, ah, la pauvre, non, 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 je suis habituée. Et puis, à peu près, c'est comme ça. Je lui brosse les dents, je lui change les habits, il ne le fait pas tout seul, je lui change la couche, je lui mets tout. Il peut enfiler ses baskets, les chaussettes et tout, mais il ne veut pas parfois le faire. Donc il veut le faire pour ne pas être en retard au rendez-vous ou bien à l'école. Donc je le fais tous les matins, tous les jours, je fais à manger, il mange tout seul. Il y a des moments où il est contrarié, il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il est joyeux. Voilà, c'est mon rythme, c'est mon quotidien de tous les jours. C'est pas facile, mais c'est pas aussi difficile comme tel, mais c'est voilà, il faut s'adapter, il faut avoir la patience, il faut comprendre parce que lui il comprend pas. Donc c'est à nous de comprendre à sa place. Et puis voilà, c'est à peu près ma petite vie que j'ai racontée avec mon fils autiste. Et puis, merci de me regarder, de vous abonner, de liker, et puis de commenter, de me dire. Et puis, voilà. Le but de cette chaîne, c'est de rassurer, pas d'effrayer, mais je rassure. Je dis que si moi, je peux le faire, toi aussi, tu peux le faire, quelle que soit la maladie que ton enfant présente, que ce soit du diabète, parce que c'est un problème. Les enfants qui ont du diabète, je ferai un sujet sur ça, du diabète, les enfants qui ont du cancer, les enfants qui sont tétraplégiques, il y a des enfants qui sont dans une handicap plus lourde. Voilà, des bonnes ondes à toutes ces familles-là qui sont des héros du quotidien pour leurs enfants, qui font des belles et grandes choses. Voilà, de tout cœur, merci et je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir, ciao, hasta luego, hasta la vista. Que Dios esté con ustedes. Positive attitude. Merci beaucoup, bisous, bye.